Les amis, la phase de poule de la Coupe du Monde des clubs a rendu son épilogue hier soir et on va aborder un peu tout ça. On va parler de la défaite de la Juventus Turin face à Manchester City et de la victoire du Real Madrid face à Salzbourg. On va tout d'abord parler de ce Juve Manchester City qui était le gros choc de la poule G de cette journée. On va évoquer ce match au sommet pour la première place entre deux mastodontes européens qui s'étaient déjà fait face en Ligue des Champions. La Juventus l'avait emporté, c'était en janvier lors de la phase de saison régulière. Manchester City était dans un moment très compliqué de sa saison. La Juventus Turin l'avait alors emporté à ce moment-là, mais on a l'impression que ce Manchester City est enfin de retour et qu'on revoit la machine qu'on avait eue pendant des années avant cette saison qui a été un peu plus laborieuse. Justement, on avait senti pas mal de joueurs éreintés, beaucoup s'étaient questionnés sur une possible fin d'aventure de Pep Guardiola du côté de Manchester, mais j'ai plus l'impression qu'on va repartir sur un nouveau cycle à City. Alors Igor Tudor, après la défaite de la Juventus Turin, a déploré le fait que cette équipe de City puisse s'octroyer autant de joueurs de qualité juste avant la Coupe du Monde des clubs, et c'est vrai qu'on ne peut pas donner tort aux Croates. Alors Simeone, lui, il était allé plus loin après la défaite face au Paris Saint-Germain, où il avait carrément dit que le PSG s'était offert Gvara en hiver et que ça avait dérégulé ce match-là. J'avais trouvé que Simeone était allé un peu loin parce que le mercato d'hiver fait clairement partie de la saison, et je pense que ça peut permettre à des clubs de se moduler un peu. D'ailleurs, ça a complètement changé la phase de la saison du Paris Saint-Germain que de recruter Gvara, parce que tu recrutes un joueur de grande qualité et surtout parce que ça t'a permis d'installer une forme de concurrence saine qui a permis à Barcola de se dépasser notamment. Mais c'est vrai que Manchester City c'est différent dans la mesure où City s'est renforcé juste avant la Coupe du Monde des clubs et pas en plein milieu de saison, et ça forcément c'est différent. Là où le PSG a profité d'un mercato qui est dans les règles pour se renforcer, etc., pour avoir le nez fin, Manchester City a clairement recruté des joueurs en agitant le chéquier seulement 1 à 2 semaines avant le début du tournoi, et ça évidemment ça a dérégulé un peu ce tournoi. Je peux donner raison à Igor Tudor, même si ça reste une phrase de mauvais pardon et que la Juve n'a pas à se trouver d'excuses sur la défaite d'hier. Si la Juventus Turin a perdu hier, c'est pas parce que City a recruté Cherki et Reinders. D'ailleurs, Cherki n'était pas titulaire et Reinders n'a pas été le principal artisan du succès Citizen. Donc parenthèse fermée par rapport à ça, Igor Tudor peut avoir raison. C'est vrai que ça a complètement dérégulé ce match-là et l'approche qu'on peut avoir certains clubs de cette compétition. Mais derrière, tu n'as pas d'excuses à trouver quand on voit ce qu'a proposé la Juventus Turin hier soir. Défaite 5 buts à 2. Pourtant, ça avait bien commencé pour la Juve. Ils ont d'abord été menés, c'est vrai, sur une erreur individuelle. Mais derrière, la Juve a parfaitement su réagir en exploitant une erreur individuelle d'Ederson, justement. Un partout à ce moment-là, je me dis que ça va être un match plutôt serré parce que la Juve avait montré de très belles choses et j'avais encore en mémoire la saison très compliquée de Manchester City. Mais City a rapidement déroulé derrière. Le but contre son camp de Pierre Kalulu a fait énormément mal aux têtes des joueurs de la Juventus Turin parce que tu étais revenu dans la partie. Tu avais réussi quand même à reprendre le rythme sur le match, à faire figure dans cette partie, mais derrière Manchester City a déroulé notamment sur la deuxième mi-temps à 2 buts à 1. On n'a jamais senti cette équipe de la Juve capable de revenir et City a complètement déroulé en seconde période. Les points que j'aimerais souligner sur ce match-là, c'est l'altruisme des joueurs de Manchester City devant. Et il y a vraiment 1 ou 2 buts où il y a beaucoup d'altruisme, où il y a beaucoup de qualité collective devant le but. Je pense à la passe de Haaland vers Foden dans la surface de réparation et le but derrière qui va déboucher sur la réalisation de l'international anglais. Je pense à la passe de Marmouche pour Erling Haaland qui va marquer un tap-in. Donc j'ai beaucoup aimé l'altruisme et la qualité collective de cette équipe de City qu'on a enfin revu marcher sur son adversaire, occuper la surface de réparation adverse. J'aimerais aussi souligner la hauteur du bloc des Sky Blues. C'est vrai que tous les défenseurs de cette équipe de Manchester City étaient particulièrement hauts et ça évidemment ça a mis la pression sur la Juventus Turin. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est la faiblesse de cette vieille dame, avec notamment derrière Savona, Kelly, Kalulu, qui sont des joueurs selon moi très moyens. Quand on voit qu'il y avait Bonucci, Chiellini ou Barzagli dans le passé, on peut quand même déplorer le fait que cette équipe de la Juve puisse déployer une défense d'un si faible niveau. On peut aussi se questionner sur le fait d'avoir mis Kenan Yildiz sur le banc de la part d'Igor Tudor. Est-ce que c'est une volonté de préserver le joueur turc en vue des huitièmes de finale? Personnellement, j'aurais tout donné pour gratter cette première place et pour moi c'était le match le plus important parce que ça te permet d'être dans un tableau un peu plus favorable. Là oui, tu as préservé Kenan Yildiz par manque de volonté de le voir se blesser, mais derrière en huitième de finale tu vas tirer le Real Madrid. Donc même si tu l'as préservé, eh bien tu vas augmenter les chances de perdre, tu vas augmenter les chances d'avoir une attaque moribonde et derrière tu tires le Real Madrid. Donc oui, tu l'auras préservé, mais tu vas jouer le Real Madrid en huitième de finale et ça va être encore plus compliqué pour toi de continuer le tournoi alors que tu aurais affronté Al Hilal de l'autre côté, tu aurais joui d'un tableau beaucoup plus favorable. Donc là-dessus, j'ai pas trouvé qu'Igor Tudor, qui est un coach que j'apprécie énormément, j'ai pas trouvé qu'il ait eu
le nez particulièrement fin, mais globalement cette équipe elle a été surclassée. De toute façon, quand on compare les deux effectifs, on peut que se dire que cette équipe de la Juve elle est en dessous. Et puis surtout, Doudor vient d'arriver à la Juve il y a à peine 2 mois. Là où Guardiola a mis le temps pour construire son projet depuis des années. Donc cette équipe de Manchester City a été tout simplement monstrueuse sur le match d'hier. 76% de possession de balle, une équipe de City qui a été extrêmement dominante et qui a été bonne dans tous les compartiments du jeu, dans la surface de réparation, comme je l'ai dit, avec des buts très collectifs, dans la hauteur du bloc, dans le contre-pressing bien sûr, mais aussi sur l'exploitation des erreurs individuelles avec l'erreur individuelle de Pierre Kaloulou, mais aussi en dehors de la surface sur des exploits individuels. On atteste la superbe frappe de Savigno. Manchester City affrontera donc Al Hilal en huitième de finale, tandis que la Juve se frottera au Real Madrid. Et là, ça va être un match très intéressant à analyser, mais globalement, à part l'éclaircie Yildiz en fin de match, j'ai du mal à me dire qu'il y a un joueur de classe mondiale dans cette équipe de la Juve, et c'est quand même assez déplorable quand on voit ce qu'a pu être la vieille dame, notamment courant des années 2010-2020. C'est assez dommage bien sûr de voir cette vieille dame surclassée, mais encore une fois, c'est un projet qui n'avance plus depuis quelques années. Il y a une instabilité qui était forte. Il y a Allegri qui était resté beaucoup trop longtemps sur le banc de la Juve. Derrière Thiago Motta est arrivé en tant que jeune prospect du coaching mondial. Et puis malheureusement, il s'est cassé les dents un peu avec cet effectif où il n'a pas pu installer les idées qu'il avait pu installer à Bologne notamment parce qu'il n'avait pas les profils qu'il fallait selon moi. Et puis là, l'arrivée d'Igor Tudor qui est un coach qui ne s'éternise jamais sur ses bancs. Est-ce que pour construire un projet long terme, c'est vraiment le coach dont tu as besoin? Je ne sais pas, j'en avais fait une vidéo il y a quelques temps, mais je pense qu'Igor Tudor est un coach qui peut vraiment bouger les têtes, qui peut vraiment taper du poing sur la table, mais je ne sais pas si c'est un coach qui peut être là sur un projet long terme. Je ne pense pas que ce soit un très grand tacticien. C'est un dogmatique, mais je ne pense pas que ce soit un grand tacticien et surtout je ne pense pas que ce soit un grand psychologue. Et je pense que les joueurs de la Juve ont besoin d'un coach un peu plus psychologique qu'Igor Tudor et d'un coach qui sera là un peu plus sur le long terme. Je pense que Thiago Motta c'était une bonne idée. Malheureusement, on ne lui a pas donné assez de temps, mais surtout quand on voit les 2 derniers matchs qu'il fait à la Juve, on aurait pu se dire que ça allait être très compliqué pour lui de continuer. Donc voilà, globalement, cette Juventus Turin, elle a beaucoup de mal, même si elle est qualifiée pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, et même s'ils vont vaillamment jouer leur chance face au Real Madrid, parce qu'il y a de quoi faire quelque chose contre le Real Madrid, bien sûr. On peut maintenant parler de l'autre match avec Al Ain qui s'est imposé 2-1 face au Wydad Casablanca. C'était un peu le match pour l'honneur. Pourtant, le Wydad avait ouvert le score 1-0 très tôt dans la partie, mais Al Ain a parfaitement réagi. Là, j'ai été surpris. Je pensais vraiment que le Wydad était au-dessus de cette équipe émiratie parce que Al Ain, c'est vraiment l'une des équipes les plus faibles que j'ai vues dans ce tournoi, alors que Wydad avait quand même montré des très belles choses face à Manchester City où il n'avait perdu que 2-0 entre guillemets. Même face à la Juve, ils étaient revenus à 2-1. Et puis le Wydad, c'est quand même une référence du football africain et ça vient encore plus donner un manque de crédit au football africain puisque l'Espérance de Tunis ne s'est pas qualifiée, l'Ahli non plus, les Mamelody non plus, et puis le Wydad a fini 4ème de sa poule derrière Al Ain. Donc c'est vrai que le football africain n'a pas vraiment été mis à l'honneur sur cette Coupe du Monde des clubs et il va falloir travailler encore plus en vue de la prochaine Coupe du Monde des clubs parce que le football africain n'a pas été très bon sur cette compétition, même si les Mamelody, Al Ahly, l'Espérance ont tous montré des belles choses. L'Espérance a battu LAFC, Al Ahly a accroché le FC Porto, a joué vaillamment sa chance lors de la deuxième rencontre face à Palmeiras. On a vu aussi de très belles choses de la part des Mamelody qui ont battu Ulsan, qui ont accroché longtemps le Borussia Dortmund, qui ont fait match nul face à Fluminense, mais globalement le football africain n'a pas été mis à l'honneur. On peut parler aussi de l'autre groupe avec ce Real Madrid qui affrontait Salzbourg. Le Real avait déjà battu Salzbourg, c'était en phase de saison régulière de la Ligue des Champions, et hier j'ai beaucoup aimé ce qui a été proposé par Xabi Alonso, notamment sur la phase défensive, et je pense que c'est quelque chose que le technicien espagnol va devoir explorer avec cette sorte de 5-3-2 sur les phases défensives, sur les phases un peu où tu vas subir, avec Tchouaméni qui vient vraiment redescendre dans la défense centrale. C'est très intéressant, un milieu à 3 avec Güler, Valverde et Bellingham, et puis devant Vinicius dans une position qu'il avait déjà expérimenté lors de la saison 2023-2024 à 2 attaquants sur la phase de pressing. Je pense que Vinicius va être amené à se réaxer un peu plus et je pense qu'en vue du retour de Kylian Mbappé, ça peut être très intéressant que d'explorer cette piste-là. Ça permet à Tchouaméni de revenir en défense centrale, ce qui est pour moi son réel poste parce que selon moi il n'a pas les qualités techniques pour jouer au poste de numéro 6. Je pense que Tchouaméni, capitaine, un peu leader d'une défense centrale à 3, ça peut être super intéressant. Il ne faut pas oublier que Trent a les qualités d'un piston, donc là aussi ça peut être intéressant de voir l'international anglais évoluer sur un côté droit en tant que piston parce que pour moi ça reste plus un piston qu'un vrai défenseur. Et puis Güler n'est pas vraiment un ailier droit, donc dans un système en 4-3-3, si tu mets Güler sur le côté droit, oui il peut être aidé par les montées de Trent Alexander-Arnold, mais je pense que Güler est un joueur purement axial. Donc en fait jouer en 5-3-2 ça donne la garantie à beaucoup de joueurs de trouver leur équilibre dans cette formation. Ça permet à Güler de se réaxer, ça permet à Trent d'évoluer en piston et ça permet à Tchouaméni qui est dépourvu de qualité technique pour jouer 6 de descendre un peu plus bas pour
épauler ces deux centraux. Donc je pense que c'est vraiment une option qu'il va falloir explorer, notamment sur la phase défensive. Après, sur la phase offensive, il va falloir réfléchir pour Xabi Alonso en termes d'animation, mais globalement, en vue du retour de Mbappé, je pense qu'on peut avoir une attaque à deux avec Mbappé et Vini, parce que Vini, il avait déjà joué dans une attaque à deux en 2023-2024, et c'est là qu'il avait le plus brillé dans sa carrière, avec la saison 2022 où il était accompagné par Benzema, donc là c'était évidemment différent, mais voilà, globalement ce Real Madrid n'a pas eu de difficulté face à Salzbourg, même si Salzbourg a eu une ou deux occasions qui auraient pu faire flancher le Real Madrid, mais voilà, les phases de transition sont toujours aussi impressionnantes. Pourquoi? Parce que tu as un Bellingham qui a toujours la passe juste, c'est toujours le joueur qui va chercher vers l'avant, toujours la passe verticale. Et quand à l'appel de Vinicius, justement, qui est axial, ça devient d'autant plus intéressant. Et puis ce 5-3-2, il permet à Bellingham de jouer dans une position un peu plus basse et donc de faire repartir le Real Madrid depuis derrière. On avait longtemps déploré le fait que le Real ait perdu Toni Kroos. Ben, si Bellingham recule un peu à l'image de ce qu'on avait demandé à Southgate lors du dernier Euro avec l'Angleterre, on voulait en Angleterre que Bellingham accompagne Declan Rice dans le double pivot du milieu de terrain anglais. Je pense que là aussi, si tu peux jouer en 5-3-2 avec un Bellingham qui est vraiment très axial, un peu plus reculé, et permettre à Valverde et Güler de jouer un tout petit peu plus haut, je pense que ça peut être une option à explorer pour ce Real Madrid. Donc moi je suis militant de ce 5-3-2, que ce soit sur la phase défensive, mais même sur l'animation offensive. Là aussi, ça permet à Trent, comme je l'ai dit, d'être piston, ça permet à Tchouaméni de redescendre en défense centrale, ça permet à Güler de se réaxer, ça permet à Vini de jouer à un poste qu'il a expérimenté, où il a été le meilleur dans sa carrière dans une attaque à deux. Donc je pense vraiment que ça peut être très intéressant là aussi. Puis un Bellingham qui a toujours cette qualité de passe laser, on l'a vu sur le but de Vinicius, et puis ce Real là qui est déjà très fort sur les phases de transition. Alors ce Real était déjà très fort la saison dernière avec Ancelotti, il l'a été encore cette saison, même dans les moments les plus compliqués où il a fallu subir, et bien c'est sur les phases de transition, parce que tu as beaucoup de joueurs de transition dans cette équipe du Real Madrid. C'est sur les phases de transition que le Real est toujours le plus performant, parce que c'est une équipe qui va souvent subir, parce que tu n'as pas vraiment eu cette année de quoi dominer tes rencontres comme ont pu le faire le Barça ou le PSG, parce que tu n'avais pas des joueurs de cette qualité technique là. Mais globalement, je pense que si tu peux subir et puis derrière faire exploser Vini ou Mbappé en contre, ça peut être super intéressant, avec la qualité de passe de Bellingham, mais aussi la qualité de passe d'un Huyson, aussi celle de Trent sur le troisième but de Gonzalo Garcia, même si la passe elle est quand même un peu trop appuyée, elle est pas bonne à la base, Garcia va profiter d'un contre, mais globalement c'est super intéressant d'avoir des joueurs qui ont cette qualité de passe. Huyson, Bellingham, Trent, ça te permet de lancer les flèches que sont Vinicius et Mbappé. Est-ce que ce mercato, avec l'arrivée de Trent, de Huysen, il a été fait pour pouvoir construire depuis derrière, ou est-ce qu'il a été fait pour aller solliciter la profondeur directement? Parce qu'on a des joueurs comme Huysen, Alexander-Arnold, qui ont une qualité de passe verticale qui est super intéressante et qui peut solliciter les joueurs de transition que sont Vinicius, que sont Mbappé, que sont Rodrigo, si le Brésilien vient à rester. Donc, est-ce que Xabi Alonso veut jouer comme il jouait à Leverkusen, c'est-à-dire avec ce jeu très espagnol, etc., avec beaucoup d'intensité, beaucoup de passes courtes, ou est-ce qu'il veut davantage aller explorer la profondeur avec les qualités de passe qu'on connaît à Huysen, à Bellingham ou à Trent Alexander-Arnold? Ça reste évidemment à voir là-dessus. Et puis dans l'autre match, Al Hilal devait l'emporter obligatoirement face à Pachuca pour espérer se qualifier et espérer une défaite du Real ou de Salzbourg, et ça a été chose faite. Les Saoudiens se sont imposés face à Pachuca, mais en voyant le résumé, parce que je me suis tapé le résumé, je suis toujours pas convaincu par cette équipe d'Al Hilal. Ils ne m'ont convaincu qu'au premier match. Je les avais trouvés très combatifs face au Real Madrid, très accrocheurs, mais sur les deux matchs qui ont suivi, je les ai trouvés un peu moins dedans. Face à Salzbourg, ils passent à rien de perdre. Hier, Pachuca a pas mal d'occasions aussi. Donc cette équipe d'Al Hilal, la fin justifie les moyens, donc au final tu arrives à deux clean sheets sur les deux dernières journées, mais globalement c'est quand même compliqué pour cette équipe d'Al Hilal, je trouve. C'est pas une équipe qui se procure énormément des occasions, c'est pas une équipe qui est très protagoniste, donc globalement c'est pas une équipe qui m'a convaincu. En plus là tu vas être opposé à Manchester City, qui est quand même selon moi l'équipe qui a montré la plus belle chose depuis le début de la compétition avec cette troisième journée face à la Juventus Turin. C'est l'équipe qui a réalisé le match le plus complet. En tête là j'ai le PSG Atletico de la première journée, et j'ai le City Juve. C'est vraiment les deux performances collectives qui m'ont le plus impressionné depuis le début du tournoi. Après il y a aussi les performances d'équipes brésiliennes comme Flamengo face à Chelsea notamment, comme Palmeiras face à Al Ahly, où ça avait été très intéressant aussi. Mais globalement chez les cadres européens, les deux équipes qui m'ont impressionné sur une performance collective, c'est le PSG face à l'Atlético et c'est ce City face à la Juve. Et face à Manchester City, je vois mal Al Hilal faire figure. Cancelo va retrouver ses anciens coéquipiers. Notre ami Simone Inzaghi va retrouver Manchester City, qu'il avait affronté lors de la finale de la Ligue des Champions en 2023. Et comme je l'avais dit lors de la vidéo qu'avait débriefé le Al Hilal Salzbourg, eh bien Al Hilal est déjà à la note de Simone Inzaghi, c'est-à-dire une équipe très défensive qui va pas avoir énormément d'occasions, mais qui va globalement toujours gagner ses matchs avec efficacité et rigueur. Et hier ça s'est encore vu sur ce match face à Pachuca, où Pachuca aurait mérité largement mieux au vu des occasions créées. En tout cas, on a déjà le tableau des huitièmes de finale. N'hésitez pas à me donner vos pronos bien sûr sur ce City Al Hilal, sur ce Real Juve
débrief qui va être le gros choc de ces huitièmes de finale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.